le podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office. On continue les previews, ça y est, on arrive dans les 3 dernières. AFC Sud aujourd'hui, Jaguars, Titans, Colts et Texans. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. J'espère que mon micro fonctionne mieux et on va essayer d'éviter les interférences pour ceux qui sont en format YouTube. Écoute, pour l'instant, il a l'air de fonctionner à merveille. Je n'entends pas de grésillement dans mon oreille. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Ah ouais, je vais faire pareil. Voilà, ça. Ouais, pour ceux qui n'auraient pas écouté la dernière preview, il se peut que si vous l'écoutez... On vous conseille de l'écouter en format podcast, quoi. Vous pouvez aller sur Spotify, sur Apple, sur Deezer, Google Podcast, tout ce que vous voulez, en fait. Vous nous mettez 5 étoiles. Et vous écoutez, voilà, au passage. Et voilà. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Mettez la petite cloche. Mettez un commentaire comme Patou, qui nous met beaucoup de commentaires, on apprécie. Shout out Patou. Et puis à tous les patous qui ne font pas de message, on vous aime quand même. Exactement. Eh ben écoute, c'est très très bien. J'en profite pour dire que si vous voulez retrouver absolument tous les liens, que ce soit podcast ou nos réseaux sociaux, allez sur Twitter/X. On a un lien en bio qui vous amène partout. Si vous n'avez pas envie de taper Spotify le front office dans la barre Google ou n'importe quel. Si vous avez envie de le taper dans votre barre de recherche, c'est linktree.ee/ le front office. Donc Linktree, mais avec un point qui coupe l'arbre en deux. Et du coup, ça fait linktree.ee/ le front office. Et comme partout d'ailleurs. Tu sais que quand t'as dit point qui coupe l'arbre en deux, j'ai eu une image en tête, j'ai vu un bûcheron avec une hache, ouais, mais ouais. Exactement. Et en plein milieu vertical, non? Mais oui, et qui exactement. Voilà. Ouais, je vois très bien. Bon, allez, Alex, je te propose que l'on attaque l'AFC Sud de mes Titans, qui malheureusement ne sera peut-être pas la division la plus passionnante de ces previews. Alors, c'est la division de tes Titans résidents, on va dire, hein, parce que les propriétaires, c'est passé chez nos amis des Tigres. Oui, chez les Jaguars. Et justement, je te propose de commencer avec le bilan de la saison dernière des Jaguars. Les Jaguars qui ont fini en 9-8 la fin de saison. Une belle remontée comparée aux Titans qui se sont écroulés. Au final, ça a perdu en Divisional Round. Alors, j'oublie contre qui ils ont gagné avant. Ah, contre qui ils ont gagné avant Ils ont battu les Chargers dans un match de chevelus avec entre Lawrence et Herbert. Exactement. Et ils s'en sont sortis. Ils ont perdu face aux Chiefs. Et ils ont une cote vainqueur de division à 1,60, sachant qu'ils n'ont absolument pas changé le coaching staff qui est là depuis l'année dernière. Le staff de Doug Pederson, je crois. Avec Press Taylor en offensive coordinator et Mike Cladwell en defensive coordinator, qui sont là, ils sont contents, ils ont l'air bien. Tant mieux pour eux. Et voilà, ils sont là. Press Taylor qui est ancien QB coach aux Eagles et Mike Cladwell qui était un linebacker coach aux Eagles. En fait, c'est l'ancien coaching staff de Peterson aux Eagles. Oui, et écoute, 2 choses à souligner quand même sur cette saison des Jags. Ils ont un bilan de 9-8, vous verrez un peu mieux que celui des Titans. Ils les ont battus en semaine 18 pour ce qui était une finale pour les playoffs. Ouais. Donc ils ont réussi à gagner le gros match et comme tu as dit, ils ont passé un match de playoffs. Et surtout à noter le jour et la nuit entre la saison rookie de Trevor Lawrence et la saison dernière, caractérisée, comme tu l'as si bien souligné, par le changement de coaching staff qui est enfin stable. Et donc Peterson a fait du super boulot. Et on a eu un Trevor Lawrence à la hauteur des espérances du moment de sa draft. Ouais, totalement. Et Alex, les Jaguars, ils se sont pas arrêtés là. Ils ont vu qu'il y avait un petit bout de joueurs compétitifs chez eux. Et ils sont allés chercher recrue. Quelle est ta recrue? J'ai mis Calvin Ridley-ish, dans le sens où il est là depuis la saison dernière officiellement, mais comme il était suspendu et qu'il n'a pas vu un terrain de foot américain depuis presque 2 ans là du coup, parce qu'il
était blessé. Ensuite, il est parti pour se focus sur sa santé mentale. Ensuite, il y a eu son histoire de paris sportif qu'il a suspendu pour 1 an. Pendant sa suspension, pendant son exit des Falcons, il faisait des paris sportifs sur les Falcons. Je comprends pas pourquoi t'es suspendu 1 an dans ce genre de conditions. Et pourquoi pas. Et Calvin Ridley, super receveur pour ceux qui n'ont pas eu joué, pour ceux qui sont là depuis 2 ans. C'était le numéro 2 derrière Julio Jones aux Falcons. Et ensuite, c'est devenu le 1 bis, un peu comme Juju était devenu avec Antonio Brown. Et ensuite, il a eu enfin son année de tout avant du coup la saison de 2021 où il a rien fait. Donc c'est vraiment une éclosion en 2020. 2021 blessure et santé mentale. 2022 suspension. 2023 il revient aux Jaguars. Ouais. Écoute, je l'ai mis en recrue majeure aussi, tout simplement parce que c'était l'arme supplémentaire qu'il fallait à Trevor Lawrence. Ils ont vu l'année dernière qu'ils avaient un QB qui peut faire gagner vraiment les playoffs qu'il a fait. Je pense que ça a rassuré tout le monde. Je pense que là, il y a beaucoup de gens, tu leur demandes est-ce que tu serais content que Trevor Lawrence mène ta franchise, à part quand t'as déjà un top énorme QB, et sinon, tu vois, il y a plein de QB qui sont un peu porte top 10, top 12, où tu sais très bien que tu gagnes pas avec eux. Et encore une fois, je vais tacler un peu les mêmes, mais Prescott, t'es pas trop sûr, Kirk Cousins, t'es pas sûr, Derek Carr, t'es pas sûr, enfin, tout ce tiers-là. T'es sûr? Oui, t'es sûr de pas gagner. Non, j'exagère, mais voilà, t'es plus convaincu dans l'autre sens, mais que tu sais pas ce que tu vas avoir en changeant aussi, et du coup, c'est un peu compliqué, cet entre-deux en réalité. Alors que là, avec Trevor Lawrence, je pense que quand même, t'es les Jaguars, tu te dis, bah, c'est parti, on a une fenêtre de 10 ans, voyons ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, et comment? Du coup, parce que c'était Zay Jones qui était le receveur 2 de cette équipe, qui devient un très bon receveur 3. Du coup, on a Ridley et Christian Kirk qui sont vraiment là en tant que un A, un B, un peu à la T. Higgins, Jamar Chase des comment. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'entre Chase et Higgins, il y a un vrai 1 et un vrai 2, là où j'en suis moins sûr pour Ridley et Kirk. Tu vois, je pense que Ridley a plus de talent, mais que Kirk a déjà une alchimie avec Lawrence, et que du coup, ça m'étonnerait pas que les deux aient des stats un peu similaires. Voire en fait Christian Kirk avec plus de réceptions, mais Calvin Ridley avec plus de TD, parce que je le trouve plus vif, mais... Ok. Non, mais oui, je trouve qu'il a mais en tout cas, avec un bon duo de receveurs, qui pourrait être des 1 et dans d'autres équipes, qui l'ont été d'ailleurs, et un receveur 3 du coup qui est très bien et qui peut être un receveur 2 ailleurs puisqu'il l'avait déjà été, et au final du coup ça continue le comment dire, le revamp de toute cette équipe des Jaguars qui a commencé l'année dernière, puisque Christian Kirk et Zay Jones n'étaient pas là la saison dernière. Ils sont arrivés, on a rigolé quand ils ont signé pour beaucoup d'argent. On était les premiers à le faire. Au final, il y a Ridley maintenant. Ils ont un trio de receveurs qu'ils avaient pas du tout la première année de Trevor Lawrence. Et donc c'est mille fois mieux. Ouais. On va voir ce que ça donne sur le terrain, sachant qu'ils ont Evan Engram en Titan qui est plus un receveur en plus, et que même du côté des running backs, visiblement, Travis Etienne, on sait déjà qu'il peut attraper un ou deux ballons, et même Bixby, visiblement, il a montré des aptitudes à la réception, même si en pré-saison, là, il a fumble un ballon en goal line qui lui a valu un bon petit passage sur le banc. Ouais. Mais ils ont un bon one-two punch. Ouais, exactement. En tout cas, ils ont un relais si souci ou économie à mettre sur Etienne. Ouais. Alex, nous avons aussi la même perte, monsieur Jawan Taylor sur la O-line. Oui, qui est parti aux Chiefs pour remplacer Orlando Brown qui était parti aux Bengals. Donc lui, voilà, Jawan Taylor qui est parti. C'était c'est dommage parce que ça protégeait bien. Trevor Lawrence avait du temps pour lancer. Tu perds un super joueur de ta ligne offensive. Ouais. Ça peut faire un peu peur. Ouais. C'est vrai que jamais très content quand tu vois une perte comme ça. Après, je trouve que globalement le front office travaille pas si mal. On verra qui va réussir à émerger sur cette O-line pour protéger Trevor Lawrence, mais j'ai quand même l'impression que les Jaguars
arrive maintenant à faire des bons choix, tu vois. Comme tu disais, Kirk, on s'est un peu moqué, mais finalement, ça a permis un peu d'aller tester ce que t'avais en Trevor Lawrence. Ils sont allés chercher Ridley pour pas grand-chose. C'est un pari. Et finalement, il a l'air plutôt affûté. Ouais, c'est une grosse perte, mais voilà. On va attendre de voir qui est le prochain joueur qui va réussir à sauter dans ses chaussures et à prendre le relais. Alex, qui est ton joueur clé pour cette saison des Jaguars? Et ben, mon joueur clé, c'est Anton Harrison, qui est le right tackle qui a été pris au premier tour. Il a été pris au 27e choix de la draft. Et là où je le mets en joueur clé, c'est qu'il va sûrement remplacer. Alors, Jawan Taylor, j'ai un doute si c'était un right tackle ou un left tackle. Et je vais aller regarder ça tout de suite. Une petite seconde. Right tackle. Donc, c'est bien ce qui me semble. Donc, il va le remplacer. Le souci, c'est que c'est un left tackle qui va devoir jouer à droite, sans trop d'expérience à droite, et qu'ils se sont dit, on va faire tout le training camp pour le faire jouer à droite. Et on a vu d'autres joueurs qui étaient pas très contents de changer de position, de jouer à gauche, de jouer à droite, parce que t'as les automatismes qui sont différents. Quand t'es à gauche, ce qui vient de gauche, bah, c'est totalement différent que ce qui vient de droite. C'est pareil quand t'es de l'autre côté. Donc moi, je suis très curieux de savoir, par rapport à cette perte majeure qu'on a dit, Jawan Taylor, de voir Anton Harrison qui vient pour jouer à droite, alors qu'il a aucune expérience à droite. Je suis très curieux de voir ça, et je pense que s'il arrive à bien fonctionner, quand même, c'est un premier tour, hein, donc c'est pas, ils font pas ça avec un 4e tour. Donc ils croient vraiment en lui, et ils voient le potentiel de le faire jouer à droite. J'ai hâte de voir ça. Ok. Il fait parfaitement partie de cette composante d'être le remplaçant de Jawan Taylor, de sauter dans les chaussures de l'ancien titulaire et d'essayer de faire aussi bien. Écoute, moi je change de côté du ballon, je vais sur Travon Walker, linebacker qui va attaquer sa saison sophomore. Il était rookie la saison dernière, c'était alors sélectionné en premier à la draft 2022. Donc choix très très haut. Et il sort d'une saison où voilà 3,5 sacs. On pouvait peut-être attendre plus de lui dans une défense où je trouve que ça manquait de playmaker. Et je vais beaucoup le surveiller cette année parce que si l'attaque des Jaguars est au niveau, c'est maintenant autour de la défense de vraiment step up, de réussir aussi à passer un cap. Elle a les armes pour le faire. D'année en année, elle s'est renforcée. L'année dernière, elle était allée chercher des joueurs intéressants. Darius Williams notamment, qui était arrivé, je crois, à l'intersaison précédente des Rams en tant que cornerback. Donc voilà, il y a des ajouts comme ça. Il y a eu un peu de vétérans. Il y a des jeunes. L'escouade offensive est au point, c'est autour de la défense, et j'ai bien envie qu'il justifie son statut de premier choix de draft, et qu'il aille au moins nous chercher une saison à 8-9-5, ou en tout cas avec des plays marquants, des plays qui font gagner. C'est ce qu'on attend des grands joueurs. En tout cas, Las Vegas, plutôt, comme toujours, qui ne se mouille pas trop, avec une projection à 9,5 victoires après une saison en 9-8. Alex, est-ce que tu es au-dessus? Est-ce que tu es en dessous? Et je suis au-dessus parce que je trouve le planning pas si compliqué que ça. Dans le sens où il y a des matchs difficiles, mais tu joues quand même 3 fois contre chaque personne de ta division. Donc je pense qu'il y a au moins 2 fois 3 matchs. J'ai dit quoi? T'as dit 3 fois chaque 2 fois, ouais. On va dire que 2 fois c'est pas mal, oui. 2 fois, donc t'as 6 matchs contre les équipes de ta division, et je pense que t'es la meilleure équipe de ta division, donc si tu en gagnes 4, c'est pas choquant. Et ensuite tu joues la NFC Sud. Donc t'as les Bucks, les Falcons, les Panthers et les Saints. Pour moi, c'est au-dessus de toutes ces équipes-là. Et donc après, il y aura des victoires qui arriveront en plus de tout ça. Et donc c'est pour ça que je les vois au-dessus. Ok. C'est une réponse clairement due au planning, parce que sinon je suis très limite sur les deux. Mais quand j'ai vu la NFC Sud dans le planning, j'ai fait ok, c'est au-dessus. Ok, eh bien, ne m'insultez pas et ne me traitez pas de homer, mais je suis under, mais je suis pas under loin en fait.
j'ai un peu regardé et je les vois à 9 victoires. Je les vois tous, Ouais. je les vois exactement au même bilan, avec un contenu meilleur. Et on verra si on a le temps de faire un épisode hot takes, un autre avant la saison, je sais pas sous quel format, mais ou en tout cas un truc de prono. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont un peu sous-estimées cette année. J'ai l'impression que tout le monde a une vision de la NFL où il y aura beaucoup d'écart entre les bonnes équipes et les équipes très faibles. Et moi cette année j'ai plutôt une impression de les équipes qui seront en tête de leur division ou en tête de leur conférence seront pas non plus des équipes qui vont gagner 15 matchs, tu vois, je vois bien des leaders à 13 matchs. Comme là, quoi. Bah, ça dépend, tu vois, des fois, t'as des gens qui sont en 14-3 ou des trucs comme ça. Là, je suis pas sûr qu'il y aura même une équipe à 14 victoires. Ok. Si j'avais un prono à faire, je mettrais même pas d'équipe à 14 victoires, tu vois. Et j'ai aussi l'impression que chez les équipes plus faibles, on sait que le prono pour être dernier, c'est les Cards. En plus de ça, ils ont potentiellement 2 picks, puisqu'ils vont avoir celui des Texans. Et en fait, Ils ont 2 pics. Ça, c'est sûr. Ouais, mais justement, j'ai pas sûr que celui des Texans soit si bas que ça. Tu vois, Yo. ouais, si haut dans la draft, et du coup que les Texans aient des résultats si bas, tu vois, t'as raison de me corriger et d'éclaircir ça. Tu vois, pas sûr que les Titans soient sur un déclin aussi puissant que celui qui a annoncé. Euh, les Colts, à voir ce que ça va donner. Moi, les Texans, je les trouve vraiment sous-estimés. En NFC Sud, franchement, c'est hyper dur à lire. Je ne serais pas surpris qu'en fait, t'aies une équipe de la NFC Sud et pas forcément celle qu'on attend qui émerge. Tu vois, si tu me dis, en fait, peu importe laquelle des 4 équipes gagne la division, si quelqu'un vient me le dire avant la saison, je lui dis d'accord. Il y a des arguments pour les Bucks, pour les Falcons, pour les Panthers, pour les Saints. Genre, pour moi, tout s'entend. Et en fait, j'ai un peu l'impression que les Jags, ils vont être attendus. Donc voilà, j'ai envie de les mettre à 9 victoires parce qu'il y a le talent. Mais voilà, j'attends confirmation. Ok. Alex, on va terminer pour les Jaguars avec les joueurs fantasy. Alors, spoiler, j'ai mis que des joueurs de fantasy que j'ai dans la ligue du trophée Fantasy Ballers. C'est beau. Que j'ai fini. Du coup, on a fini la draft hier au moment où vous entendez l'épisode. Et donc, j'ai mis totalement involontairement parce que j'avais rempli tout avant de commencer la draft. Et j'ai drafté les 4 joueurs. Donc, voilà. Donc, du coup, le premier, moi, bah, c'est Calvin Ridley que j'ai drafté. Et qui est receveur 17. Et je trouve pour un receveur 1 d'un super QB, et ben c'est top. Donc surtout quand tu peux partir avec, parce que les running backs t'en as pas 100 000 cette année, des top running, exactement, des chevaux pur sang qui font tout seul, donc il y en a pas 100 000 et du coup tu peux être enclin à commencer ta draft avec un top receveur ou avec un top tight end comme Travis Kelce par exemple. Et du coup, faire un pass sur les receveurs et de les prendre un peu plus tard. Et je pense que Ridley en receveur 1 dans ton équipe, c'est top. Ouais, je suis assez d'accord. Après, j'ai pris Jamar Chase dans la Ligue des Bowlers, c'est juste mon receveur 2 du coup. Je suis pas surpris si à la fin de la saison, Ridley, il a une feuille de stats où il a 1100 yards et 7 TD et Ouais. au final, ça fait le boulot, tu vois. Je sais pas si avec ces stats-là, il remplira son contrat, mais je pense que oui. Donc, Ouais. belle value. Surtout si on est rassuré sur sa présence sur le terrain, quoi. Limite avec Ridley, c'est peut-être le plus inquiétant chez lui, c'est savoir est-ce qu'il va parier sur les Jaguars cette saison? Est-ce qu'il va refaire un burn-out en voyant les beaux cheveux de Trevor Lawrence? Je ne sais pas. Et pour dire, j'ai dit receveur 17, dans la ligue en question, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah bah magnifique. Bah tu l'as eu à son prix. C'est Voilà. pas surpayé. Et j'avais le choix avec du Cooper, Amari Cooper, du DJ Moore, du Keenan Allen. Je trouve que c'est quand même bien au-dessus. Ok, moi c'est pas le choix que j'aurais fait. Je vais pas révéler toutes mes cartes, mais j'en mets un choix à 100% au-dessus. Mais je dis pas lequel. De mon côté, Trevor Lawrence. Franchement, on l'a dit, il vient de récupérer une arme élite en Calvin Ridley. Il sort d'une très très bonne saison. Il va encore gagner en expérience. Sa saison dernière, je rappelle, c'était sa première vraie saison avec un bon coach. Il a tous ses automatismes avec Kirk, avec Engram, avec Travis Etienne.
Là, on lui rajoute Ridley. Il a un volume de passe qui est incroyable. Il a la mobilité quand il faut sortir. Hein. Il peut faire ses 300 yards au sol en courant à droite à gauche. Franchement, il est dans mon top 8 QB. Et je suis pas sûr que tout le monde le draft dans le top 8. Donc j'y vais, mais les yeux fermés. Quoi. J'ai l'impression qu'il est 8 dans toutes les drafts. Ok. Non, mais après, ouais, dans une des ligues, moi je l'ai vu tomber en 2. Donc, mais bon, je pense que c'était plus une erreur. Ah oui. Mais il est tombé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 aussi dans ma division du trophée Fantasy Baller. Donc ouais, il est en 8. Tu sens que c'est au-dessus de Deshaun Watson, de Tua, de Dak, etc. Et c'est en dessous du reste. Voilà, exactement. Voilà. Eh bien, petit prono fantasy pour moi, je pense que Trevor Lawrence fera une meilleure saison fantasy que Joe Burrow. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, faites-en ce que vous voulez. Allez, deuxième équipe, Alex, mes Titans. Je te laisse faire le bilan douloureux pendant que je sèche mes larmes. Très bien. Et ben les Titans, ils ont fait un très très bon début de saison. Je crois que c'était un 7-4 ou 7-3. Et ça a fini en 7-10. Choke complet sur la fin de saison. Donc pas de playoff. Un wild card. Du coup, contre les Jaguars perdus. Pas de playoff du coup. Et code vainqueur de division à 4-20, ce qui est la deuxième de la conférence, de la division. On les fait dans l'ordre cette fois, donc c'est cool. Todd Downing, ciao, merci, au revoir, le offensive coordinateur, remplacé par Tim Kelly, qui était l'ancien passing game coordinateur des Texans. On a vu que ça marchait bien avec Davis Mills. Je suis pas sûr que ce soit la faute de mise. Non, je sais pas. Moi, je trouve qu'avec les receveurs qu'il y avait au Texan, il a fait un beau passing. Ouais, il a fait un bon, je suis d'accord. Du coup, Mike Vrabel est toujours là, en head coach, Shane Bowen en defensive coordinator, donc Tim Kelly en offensive coordinator pour essayer de redonner une petite impulsion à cette équipe. Et, voilà. Impulsion, notamment avec la recrue d'un joueur. Ouais. On a la même, donc je peux te laisser y aller, si tu veux. Allez. Enfin, moi, vas-y, je dirai après. On a récupéré DeAndre Hopkins, qui a décidé de signer à Tennessee. Wide receiver extraordinaire. Je pense qu'on est ceux qui vont aligner le plus d'argent parce que sinon je vois pas de raison pour quelqu'un de sans d'esprit de préférer jouer avec Ryan Tannehill que la majorité des autres QB de la ligue. Je pense pas que le Tennessee soit... Si. Bah, je pense que je crois que c'était de ce que j'en ai entendu, c'était entre les Titans et les Pats. Ah oui, non, mais là, oui, d'accord. Entre les Titans et les Pats, mais parce que ils voulaient de l'argent. Oui. Et du coup, les bonnes équipes pouvaient pas lui donner. Mais enfin, sa place, on en avait parlé dans un No Huddle, toujours disponible sur YouTube, je le rappelle. Et des formats découpés d'ailleurs sur le podcast. Des formats découpés en podcast aussi, si vous voulez juste l'extrait sur Hopkins. Moi, j'en avais parlé, j'ai été voir ses gains en carrière. Je crois qu'il était à quelque chose comme 110 millions sur ses contrats. Très clairement, l'argent, j'aurais mis de côté et j'aurais signé dans une équipe où je peux gagner un titre, parce que je rappelle que Hopkins n'a pas de bague. Mais très content de l'avoir chez nous, du coup. Déjà parce que c'est un vrai receveur numéro 1, il l'a encore montré la saison dernière, les matchs qu'il a joués, il a des soucis de blessure depuis 2 ans, mais alors quand il est sur le terrain, il est injouable. Il va permettre à Treylon Burks, qui est aussi un receveur très grand et capable de faire des très bons catchs, d'apprendre à ses côtés. Il est Treylon. Il est Treylon. Et ils ont un autre point commun, ils sont souvent blessés tous les deux. Ouais. Mais voilà, vraiment, il va pouvoir apprendre avec lui, la valeur est énorme. Et puis surtout, on le dit d'année en année, mais il y avait un moment, ça va être vrai. On est très probablement sur la dernière saison élite de Derrick Henry. Avoir un receveur, au moins un des deux, toujours sur le terrain, s'il se blesse pas en même temps, c'est comme une value de ouf pour étirer le terrain et faire de la place pour Derrick Henry. Donc ouais. L'année dernière, la défense contre la course était très bonne, contre la passe, on était moyen mauvais. On n'était pas les pires, mais bon, voilà. L'attaque au sol était énorme avec Henry, même si ça fatiguait souvent en seconde mi-temps des matchs parce qu'il n'y avait pas de relais. Et le vrai souci, c'était le jeu de passe, quoi. Et là, je pense quand même
qu'avec un DeAndre Hopkins, ça te facilite la vie. Ouais. L'année dernière, du coup, il y a 2 ans, c'était avec AJ Brown, ça fonctionnait très bien. Ensuite, AJ Brown a été tradé parce qu'il voulait pas le payer. Je pense toujours que c'était une erreur de le trader. Et t'avais essayé avec Robert Woods et ça n'avait pas du tout fonctionné. Je pense qu'avec DeAndre Hopkins, tu peux retourner sur une attaque fonctionnelle. Ouais. Ce qui était beaucoup moins le cas la saison dernière. Ouais, c'est totalement possible. En revanche, du côté des pertes, Alex, j'ai eu du mal à choisir une perte parce qu'on a perdu pas mal de monde. Je vais te laisser commencer avec ton joueur. Ouais, moi j'ai mis Nate Davis, le offensive guard, qui est parti à Chicago, 30 millions sur 4 ans, qui était de ce que j'en ai lu plus que vu, parce que je trouve que observer un guard c'est toujours compliqué. En tout cas avec mes yeux, de plutôt, enfin voilà, je suis pas un scout. Mais j'avais vu que c'était un bon pass bloqueur, que le niveau du run il était pas mauvais non plus. Pas pour rien qu'il prend un petit chèque quand même à Chicago. Donc je trouve que c'est dommage, ça se cumule bien avec la perte aussi je trouve. Et quoique non. Bref, je retire ce que j'ai dit, mais tout ça pour dire que se cumule bien avec ma perte, hein, très clairement. Ouais. OK. Mais oui, j'avais un doute. Oui, OK, j'avais un doute. Mais voilà. Donc c'est vraiment il y a eu une belle perte sur la ligne offensive, enfin 2 belles pertes du coup et c'est un peu dommage. Ouais. Eh bien, écoute, donc, vous l'aurez compris, j'ai aussi un joueur sur la ligne. J'ai Tyler Lewan, tackle. Pareil, encore un départ sur cette ligne. Et ce qui m'embête, c'est que déjà, j'ai eu du mal à choisir parce que justement, il se cumulait avec celui de Nate Davis. Voilà, qu'en 2020, on a aussi perdu Tyler Conklin. Et en fait, d'année en année, on perd tous ces bons bloqueurs, tous ces joueurs qui ouvraient des brèches pour Derrick Henry. Alors on arrive toujours à trouver des mecs pour relayer, puisque lui il arrive toujours à faire ses yards et en général sans se faire tabasser derrière la ligne de scrimmage. Mais au bout d'un moment, ça reste notre force numéro 1 en attaque. Mettons l'argent sur ces joueurs, arrêtons de les perdre tout le temps. Alors oui, il y a des considérations monétaires, oui, il y a des considérations de blessures, mais là je pense que les Titans, t'es sur une fin de cycle, t'as pas trade up à la draft pour aller chercher un QB et du coup entamer une reconstruction. En fait, pendant cette intersaison, on n'a pas eu les moves trade up, plus on se débarrasse éventuellement de Ryan Tannehill, on se débarrasse de Derrick Henry, on va pas chercher de receveurs vétérans. C'est dans la tête du front office, clairement, tu te dis que tu as encore une chance au moins de gagner la division cette année, et après, on va en playoff, on a déjà fait des beaux runs. Et t'as ces actes-là, ces pertes sur la ligne offensive qui vont pas dans le même sens. Non. Donc ça me laisse un peu perplexe. J'ai l'impression qu'on est le cul entre 2 chaises. Et si vous nous suivez depuis longtemps, vous le savez. Et pour les nouveaux, eh bien vous allez le savoir. Voilà, exactement. Mais je déteste être dans cet entre-deux moyen là, ce fameux 7-10 comme on dit tous les ans, où en fait t'es pas assez haut pour avoir un top choix de draft. Franchement, c'est le moment où tu t'amuses pas, quoi. Ouais, tu fais même pas un match de playoff et tu perds pas assez pour redescendre beaucoup, quoi. Et c'est ça. Quoi. C'est pas comme en NBA où tu te dis, peut-être avec un peu de chance, tu perds le choix numéro 2 ou 3. Oui, s'il y avait une loterie, ça aurait du sens, mais là, et du coup, j'aurais préféré, voilà, peu importe les considérations monétaires de blessures, machin, garder les joueurs qui sont des cadres de cette équipe. Et si ça marchait vraiment pas cette année ou même en cours de saison, t'avais le choix de détruire en milieu de saison ou à l'intersaison prochaine. Mais une fois que tu fais le choix de pas trade up, de garder Tannehill, de garder Derrick Henry, d'aller chercher des DeAndre Hopkins, c'est que tu penses pouvoir gagner. Ouais. Et là, tu t'affaiblis à un endroit qui est censé être ta meilleure force. Moi, ça me plaît pas, quoi. Non, c'est sûr. C'est totalement ce que je pense. Heureusement pour nous, il reste quand même de très très beaux joueurs clés dans cette équipe. Et toi, Alex, tu changes de côté du ballon. Ouais, mais je reste pas loin du stade. Ouais, je suis parti sur Jeffrey Simmons, defensive tackle. J'ai hésité à le mettre dans ma liste des 10 joueurs sur lesquels démarrer une franchise NFL sans QB. Ouais. Et c'était dans ma playlist. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas écouté l'épisode, on en avait déjà parlé dans l'épisode précédent. Vous pouvez aller le rechercher. C'est un des derniers avant les previews.
On choisit du coup 10 joueurs chacun pour démarrer une franchise. Franchise NFL sans quarterback. Sans quarterback, parce que sinon on aurait mis 9 quarterbacks, et encore peut-être même 10. Mais ouais, super joueur. Est-ce qu'il a envie de rester? Je sais pas, il faut que je regarde son contrat. Mais c'est pas du tout où il en est de son contrat. En tout cas, c'est clairement le leader de cette défense. Il a 26 ans. Ouais, il est jeune encore. Hein. Voilà. Il est là jusqu'en 2027. Donc autant dire que lui a gagné. Il a pas, il a envie quoi. Il a signé une extension de 4 ans cette intersaison. 4 ans, 94 millions. Mérité. Maintenant, il faut a été payé du coup pour les 4 ans précédents. Maintenant, faut être payé pour les. Maintenant, il va travailler pour sa prochaine prolongation de contrat. Et ouais, donc j'espère qu'il va nous faire une aussi bonne saison qu'il nous en fait les 4-5 premières. Ouais, non mais très clairement son apport est énorme et vraiment notre défense, en tout cas notre front seven, c'est un des rares points où je suis rassuré. Je vois plein de rankings où on est dans le bottom 3 ou bottom 5, voire même certains où je nous ai vus dernier. Je ne comprends pas. Vraiment, on n'a pas que des cracks, mais alors le nombre d'équipes qui n'ont même pas un demi Jeffrey Simmons dans leur équipe, ça me laisse un peu circonspect. Je pars sur Derrick Henry, un joueur clé, et du coup je vais pas m'étendre puisque j'en ai pas mal parlé au moment des pertes, mais c'est le moteur de cette attaque. C'est sur ses très très larges épaules que repose en majorité l'avancée de notre équipe. Je le pensais déjà l'année dernière, mais du coup je vais bien finir par avoir raison, mais je pense vraiment qu'on approche de la fin d'un Derrick Henry au top. À moins que ce soit une longévité à la Frank Gore, mais c'est un physique tellement différent que j'ai du mal à y croire. Après, il y a un truc aussi, c'est que Derrick Henry a commencé sa carrière en NFL assez tard. Donc, ouais. Il a une longévité une longévité qui est aussi due à ça. Ce qui est mieux pour un running back, d'ailleurs, de pas jouer au début, parce que tu prends tes 2 années de contrat rookie tranquille, et après t'es obligé de prendre une extension. Ouais. Là, voilà, très clairement, c'est le joueur clé parce que sa capacité à avancer fait que toutes les chaînes se mettent en mouvement, en fait. S'il avance, s'il est dangereux, les autres équipes sont obligées de mettre du monde dans la boîte. Et si c'est le cas, ça va vouloir dire que Treylon Burks et DeAndre Hopkins vont jouer des 1 contre 1. Et dans cette situation-là, j'ai bien envie de voir à quoi va ressembler notre attaque. Alex, encore une fois, c'est probablement la chose que j'ai le plus dit lors de ces previews, mais Las Vegas ne s'est pas mouillé. On sort d'une saison en 7-10, il propose un over-under à 7,5 victoires. Je te laisse commencer. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je nous vois à 9 victoires aussi, comme les Jaguars. Très clairement, je m'attends à du mieux par rapport à la saison dernière. On s'est fait totalement ouvrir contre la passe, on était vraiment dans le moyen mauvais, même plus proche du mauvais. Je pense que ce sera un petit peu mieux cette année. Je pense qu'on sera toujours bon contre la course. Je pense qu'en attaque, on va avancer beaucoup mieux. Cette équipe a beaucoup de joueurs d'expérience, il y a beaucoup de vécu commun. Et je suis plutôt rassuré par notre coaching staff. Je trouve que Mike Vrabel fait partie des top coachs dans cette ligue. En tout cas, vu le matos qu'il a à disposition, moi j'ai toujours été assez content de voir jouer les Titans. Écoute, je pense clairement que ces 9 victoires sont atteignables. Donc à 7,5, tu vois, même si on fait 8, on est over. Donc j'y vais sur le over. J'ai décidé d'être optimiste. Moi j'hésite entre 7 et 8. Okay. Et je vais rester sur 7. Je pense qu'un match clé, ce sera le match à Londres contre Baltimore. S'ils gagnent ce match, je les vois au-dessus. S'ils les voient pas gagner ce match, je les vois au-dessous. Match, je serai. Si jamais vous êtes là. N'hésitez pas. Nous dire coucou. Je crois qu'il y a aussi des gens des Fantasy Points qui seront sur place. Je crois Marc sera sur place pour le match. Marc, il est à tous les matchs de Londres, quasiment. Oui, c'est vrai. Donc, mais en tout cas, voilà, 15 octobre, si vous êtes là, vous faites-nous signe, envoyez-nous un message où vous voulez. Ouais. Allez voir Alex direct, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas à échanger avec nous dans la vie.
D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous Dans la vie. envoient des messages. Non, mais c'est vrai, parce que les messages sur Twitter, ça fait ultra plaisir. On en reçoit et honnêtement, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais ouais, ce serait super cool de rencontrer certains d'entre vous directement. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, ça pour dire en dessous. Ok. Mais vu qu'on va gagner le match à Londres, on sera au-dessus. Je mangerai mon chapeau. Allez, Alex, on passe en fantasy. Et le mood est un peu pareil que sur la première équipe. T'es sur de la skill position qui est plutôt en haut de draft. Oui, Je te laisse la main. clairement. Derrick Henry. Très haut de draft. Voilà, très haut de draft. Il sort en running back environ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il sort en 6, 7 environ. Il va sûrement redescendre depuis qu'on sait que Josh Jacobs revient du côté des Riders. Je pense qu'il a une chance de passer devant Josh Jacobs devant Henry. Ouais. Je pense que c'est une erreur. Je pense aussi. En fait, là, je l'ai eu au 2.8 d'une Ligue à 12, du coup. Enfin, moi, je trouve ça monstrueux comme valeur, on va dire. Et enfin, c'est Derrick, quoi. D'où l'importance de connaître les gens avec qui vous draftez, ou en tout cas d'aller chercher un maximum d'informations, de faire beaucoup de mocks, puisque dans ma division du trophée Fantasy Ballers, il sort aussi en running back 6, sauf que le running back 6 sort en 2.3. Et moi, le running back 6 dans la mienne part en 2.3 aussi. Ouais, ok. Donc Après, ça dépend des rankings. Très clairement, Derrick Henry, il est classé entre 6 et 9 en fonction des classements des gens. Très clairement, si vous arrivez à l'avoir en running back 7, 8, c'est déjà une value de ouf. En 6, vous ne reachez pas du tout, sachant qu'il peut largement finir top 5 depuis qu'il attrape des passes comme la saison dernière, quoi. ouais. Il y en a toujours un qui est, ah non, non, je retire ce que j'allais dire. Tant pis. Mais pour moi, il peut être aussi haut que Nick Chubb, quoi, qui est en 4. Et voilà. Moi, j'attendrais que de prendre un des deux. Ah voilà, tout ça pour dire que si je choisis un joueur des Titans, c'est clairement Derrick Henry. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai aussi pris Hopkins au 5e tour. Donc, Voilà. Écoute, c'est que t'as confiance en notre attaque. Et ouais, tu vois, t'as tellement confiance en notre attaque que moi, du coup, en fantasy, j'ai mis Ryan Tannehill. Et ben, tu vois, parmi les QB un peu sleeper, je suis bien plus rassuré, par exemple, par un Ryan Tannehill que par un Baker Mayfield. Ah oui. Dans ces fonds de draft. Ouais, mais tu vois, ils sont pris à peu près sur les mêmes niveaux. En fait, avec Tannehill, vous avez au moins 300 yards au sol tous les ans. Vous avez 4-5 QB au sol parce qu'il joue une play action, parce qu'il fait un truc comme ça, ou un petit sneak, et encore, franchement, Vrabel, il est tellement créatif. On a vu Derrick Henry lancer des passes pour les Titans. Il va bien lancer une pour Tannehill un jour. Enfin, très clairement, il a cette upside de sol qui est assez intéressant. C'est pas Jalen Hurts, mais voilà, il fait ses yards, il met ses quelques TD. À la passe, il n'a pas été bon la saison dernière, mais il fallait voir les squads de receveurs. Robert Woods et Nick Westbrook-Ikin étaient les receveurs 1A et 1B. Autant dire qu'il y a des équipes où ils auraient été receveurs 4. Beaucoup d'équipes où ils auraient été receveurs 4. Facile. Ouais. Et là, il va se retrouver avec DeAndre Hopkins et Traylon Burks. Alors, à voir la santé des deux. On a aussi un super jeune Titan, Sleeper, que j'aurais pu mettre dans cette catégorie. Donc voilà, très clairement. Mais qui est-il? Okongo. Chigozien. Ouais, non, mais ouais. Tapez jeune Titan Titan et allez lire le nom vous-même. Bah, c'est Okonkwo. C'est pas compliqué. Okongo. Non, mais voilà, je pense que Tannehill, au vu des armes qu'il a pour cette année et de l'upside de sol qu'il a, il peut rentrer top 20. Il peut être genre bordure top 20 pour un prix de QB 27-28 dans pas mal de drafts. Donc allez-y si vous êtes dans des stratégies League QB ou vous avez besoin d'un deuxième QB, ou si vous jouez en super flex et que vous avez deux top QB et que vous repiquez qu'à la fin, ça peut typiquement être le genre de joueur qui est sur vos bye week. On est à la mi-épisode, on rappelle le bandeau, waouh,
J'ai fait un mix entre deux mots, j'étais en bordereau, en bandeau. Bandeau qui circule en bas de la vidéo. Suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, le Minitel, ce que vous voulez, le front office à peu près partout. Et on enchaîne avec la troisième équipe, les Colts. Allez, Les Colts. Bilan. Saison kata. 4-12-1. Et comment enfin, du coup, saison kata, rien à dire de plus. Code vainqueur de division 6-50. Ils ont viré Frank Reich pour mettre Nick Saturday. Ils ont viré Nick Saturday. Ils ont mis Shane Steichen, qui était l'ancien offensive coordinateur des Eagles. Ils ont également pris Joe Bob Cooter, qui est l'ancien passing game coordinateur des Jaguars en tant qu'offensive coordinateur. Non, très stylé. Ouais, Joe Bob Cooter. Et ils ont gardé Gus Bradley en defensive coordinator. Intéressant le choix de Station, sachant qu'ils ont pris à la draft Anthony Richardson, avoir l'ancien aussi des Eagles qui du coup étaient menés par Jalen Hurts. Quand tu vas chercher Anthony Richardson, il y a une cohérence dans le choix. Ouais, totalement. Du coup, j'enchaîne avec les recrues. Anthony Richardson, qui est ma recrue majeure. Très clairement, les Colts, ont laissé passer la fenêtre de tir pour le titre que je les imaginais avoir entrouvert avec Andrew Luck. Ils ont eu longtemps derrière un effectif où la défense était bonne, les lignes étaient bonnes, ils avaient des bons joueurs sur les skill positions, ils ont testé énormément de QB. C'est passé par Philip Rivers ou Matt Ryan pour citer deux des meilleurs passeurs de la décennie 2010. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Ils ont eu aussi beaucoup de joueurs de transition à cause des blessures, comme Jacoby Brissett par exemple. Et là, très clairement, la saison dernière, avec les blessures, avec encore un échec au poste de quarterback, ça a un peu accéléré cette fin de cycle. Et du coup, ils sont allés chercher Anthony Richardson avant la draft. On savait pas trop où il allait être choisi. Il y en a qui pensaient que ça pouvait monter jusqu'en 1. Il y a des moments, il y a des mocks où il est apparu en 1. 2 semaines plus tard, il apparaissait au deuxième tour. Personne ne savait exactement ce qui allait se passer avec lui. Phénomène physique incroyable, si vous ne l'avez pas vu. Globalement, c'est un quarterback qui a le physique de Derrick Henry, qui va même un peu plus vite que lui, je crois, sur le 40 yard dash, qui est l'une des mesures du combine. C'est un bras canonissime. Il envoie le ballon à 70 yards, les yeux fermés dans son sommeil. C'est une mobilité qu'on attend du coup au moins aussi haute que celle de Jalen Hurts, mais c'est aussi très peu de matchs compétitifs, très peu de matchs à haut niveau. C'est aussi un petit pourcentage de complétion. Je crois qu'il complétait 58% de ses passes en dernière année. Donc il a beaucoup de... Il a beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup d'interrogations. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. De ton côté, Alex? De mon côté, moi je pars sur Shane Steichen, le offensive coordinator le head coach maintenant, qui était offensive coordinator des Eagles. Et écoute, il est là, il a fait une très bonne équipe, il y avait une très bonne équipe avec Jalen Hurts notamment, avec AJ Brown, etc. J'ai envie de voir ce que ça donne dans cette équipe, avec un QB mobile aussi, avec un receveur 1 pas aussi bon qu'AJ Brown, mais qui est quand même là, en Michael Pittman. Et ça manque de profondeur au niveau du receveur, à mon humble avis. Mais je pense quand même qu'il y a t'as quand même des similitudes, et je pense que le head coaching job des Colts n'était pas celui le moins désirable. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je me demande si là, la volonté, c'est pas un peu de faire une Bears, tu vois, d'aller sur ces profils un peu comme Justin Fields, très très mobiles, qui peuvent prolonger les jeux, qui permettent un peu de voir le matos que t'as autour, et puis de voir si ça va être avec lui que tu reconstruis ou pas. J'ai l'impression qu'avec ce profil de joueur, t'es fixé assez vite, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Donc assez intéressant. Alex, au niveau des pertes, on est du même côté du ballon en défense. Et pas exactement au même poste. Je te laisse commencer. Moi, je suis parti en linebacker avec Bobby Okereke, qui est parti aux Giants. Déjà parce que c'est un bon joueur, qui est parti pour un bon montant, donc c'est dommage. Et aussi parce que son comment dire son annonce de quand il a été pick par les Colts, c'était une de mes annonces que j'adorais avec Pat McAfee qui annonçait le pick en disant qu'il avait été préféré à un orang-outan par un orang-outan la saison dernière et que voilà. Donc si vous avez pas vu ça, c'est sympathique. Mais non, bon joueur et qui va renforcer les Giants et qui avait quand même un bon impact sur le terrain. Yes. C'est, ça fait partie un peu de cette reconstruction, hein, où ça perd des joueurs qui étaient quand même importants dans la défense. C'est pas spécialement rassurant. Moi, je pars sur Yannick Ngakoue, defensive end, qui part du coup à Chicago, donner ses talents pour l'équipe des Bears. La saison dernière, quand même, dans ses Colts très très moyens, il a joué 15 matchs, il a réussi 9,5 sacs. C'est un joueur, tous les ans, toutes les saisons de sa carrière, il a fait minimum 8 sacs. Donc là, on est quand même sur un joueur qui affiche une régularité assez impressionnante. Et du coup, c'est quand même une perte énorme dans cette défense, surtout qu'il a que 28 ans. Donc voilà, encore une fois, c'est très bonne nouvelle pour les Bears, mais très clairement, la défense des Colts risque d'en souffrir. On a 2 joueurs défensifs qui étaient titulaires la saison dernière qui s'en vont. Vraiment pas un bon symbole. Alex, on va passer aux joueurs clés. On en a un chacun comme toujours, et c'est 2 joueurs dont nous avons déjà parlé. Ouais, moi c'est Michael Pittman, j'en ai parlé rapidement, mais je pense que va falloir qu'il step up à un moment dans la ligue, et c'est maintenant. Soit la cible numéro 1 de Anthony Richardson, ou alors tu seras la cible numéro 2 pour le reste de ta carrière. Donc voilà. Je suis assez d'accord. C'est autant un enjeu pour les Colts et pour le futur contrat qu'ils pourraient lui donner que pour lui. Ouais, clairement, sinon il sera toute sa vie un receveur de cool. Ce sera le Christian Kirk d'un top receveur, mais quand on voit comment Kirk est payé, en fait, j'ai pas trop de peur pour son contrat. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Hein. Il avait fait une saison rookie 500 yards, saison sophomore quasiment 1100 yards. Si on prend que les yards de sol, il avait passé les 1100 yards. La saison dernière, régression. En tout, il avait pas passé les 1000 yards, avec un match de moins qu'en 2021, mais quand même. Son nombre de TD aussi. 6 TD en 2021 qui était sa meilleure saison, mais seulement 4 la saison dernière. C'est vrai que quand on voyait Pittman, quand on voit le talent, alors il n'a pas eu de chance avec les quarterbacks, très clairement. Je pense que là, il va devoir faire partie de ces joueurs qui brillent en toutes circonstances pour prouver que c'est un vrai receveur 1. Et du coup, mon joueur clé, c'est Richardson. Forcément, en fait, quand tu draftes un QB qui très clairement, pour moi, dans cette draft, était celui avec le plafond potentiel le plus haut, t'as envie de voir ce que ça va donner. T'as besoin de voir si le mec, en fait, c'est Malik Willis ou Jalen Hurts. Ou, ou quelqu'un au milieu de ça, tu vois. T'es pas forcément dans les 2 extrêmes, mais globalement, t'as envie de prendre la température. Et en fait, au-delà de la saison, c'est un peu l'avenir des Colts qui se joue là. Si c'est pas Richardson, t'espères encore perdre et voir ce qui se passe. Donc on va croiser fort les doigts pour eux pour que ce soit le bon joueur, parce que sinon ta reconstruction prend déjà du retard en fait. Manière, c'est pas Richardson cette année, ils vont essayer Richardson l'année prochaine. Là, ils vont essayer de le développer le plus possible, ils savent que c'est un projet. Mais effectivement, ça peut démarrer. Ah, je pense qu'il va être facile à en faire 3. Ça, c'est mon avis. Mais... Après, attention, sur le banc, ils ont ma moustache, Gardner Minshew, qui est un joueur capable de au moins prendre des relais. Tu vois, s'il est trop mauvais et qu'ils veulent pas le griller, ils peuvent le bencher, lui dire, écoute, on t'a mis un peu trop tôt, apprends un petit peu, vois comment ça se passe, et l'année prochaine, on te remet dans le banc. Même si je suis pas fan de ça, il y a des équipes qui pourraient le faire.
Moi, je pense que le meilleur moyen pour un joueur d'apprendre, c'est de faire comme avec Trevor Lawrence. Tu le mets dans le grand bain, même si c'est horrible. À la fin de la saison rookie de Trevor Lawrence, il y a des gens qui le donnaient perdu. Il y a des gens qui disaient surcoté, meilleur prospect de la décennie, mon œil, il vaut rien du tout. Et en fait, juste il a emmagasiné de l'expérience dans la ligue. Et au final, ça se passe très bien, quoi. Ouais. Donc voilà, à voir comment le front office des Colts et le coaching staff va se positionner. Est-ce qu'ils sont de ceux qui vont le laisser sur le terrain, peu importe le résultat, ou est-ce qu'ils sont de ceux qui voudront le préserver et on va voir ce que ça donne. Alex, Las Vegas, optimiste cette fois, très optimiste. Ouais. On sort d'une saison en 4-12-1 et la projection est à 6,5. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben moi je vais au-dessus parce que pour moi il y a 9 matchs où ils peuvent les gagner. Et ou du moins c'est effectif. Je les vois pas finir à 9 du tout. Ouais. Mais je les vois au moins à 7. Donc du coup je les mets au-dessus. Je les vois au même niveau que les Titans. Ok. Pour moi ils ont une bonne attaque, ils ont une attaque qui a beaucoup d'upside. Ils ont une défense qui est plutôt bonne encore, même s'ils ont eu des pertes, et je pense que ça va le faire. Encore une fois, ils jouent la NFC Sud. Eh bien, écoute, très très curieux de voir ça. Moi, je les mets plutôt under, c'est 6,5, et sans donner mon prono pour cette division, puisque vous ne l'aurez qu'à la fin, mais je les vois dernier de la division. Je les vois derrière les Texans. Ok. Donc très clairement, je vais pas aller sur des considérations de calendrier ou quoi. Je pense que leur équipe elle est en totale reconstruction. Je pense que, en fait, quand je vois ce que les Bears ont fait avec Justin Fields, genre l'année dernière, ils ont fait quoi? Ils ont fait 3 victoires. Je me dis que Richardson peut rassurer le front office sans gagner des matchs. Un peu dans le même profil de truc. Il avait Darnell Mooney en receveur 1, là Michael Pittman, j'ai un peu l'impression que ça peut être ce genre de receveur. Il n'y avait pas de running back numéro 1 une fois que Taylor sera parti, parce qu'à l'heure où on enregistre, il n'a pas encore bougé. Pareil, il n'y aura peut-être pas de receveur 1, donc vraiment j'arrive à trouver des similitudes entre ces Colts-là et potentiellement les Bears de la saison dernière, donc très clairement je les mets en dessous. Ok. Pour moi, il y a quand même un meilleur effectif que les Bears l'année dernière. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu meilleur à certains postes, mais pas sûr que ça donne de meilleurs résultats. Fantasy Alex, je te laisse commencer. Anthony Richardson, QB13, quasi partout il tombe QB13. Upside de fou. Accumulé avec un QB12, 11, 12, 14, 15 type. Tu as Rodgers, Prescott, Cousins, Jones, Smith. Le prendre avec un mec safe, en fait. Très clairement, vous le prenez avec Kirk Cousins, c'est très bien, quoi. Ouais, tu le prends avec un mec safe comme Kirk Cousins que tu mets au début de saison. Avec un... Oui, voilà. Mais en gros, clairement, c'est l'idée. Idéalement, un Gino Smith, je trouve ça pas mal parce que le calendrier est sympathique pour les 4 premières semaines. Derrière, t'as la semaine 5 où t'es forcé de mettre Richardson, donc ça te fait le tester. Semaine 5, c'est contre Tennessee. Donc, il y a une chance que ça fonce. Ah oui, ça peut marcher. Voilà. Donc, pour moi, le bon duo, c'est Gino Smith et Richardson. Donc, voilà. Ok. Moi, j'ai juste une interrogation sur Richardson, pas sur son niveau de jeu ni sur sa production fantasy, vu que il pourrait très bien être le QB avec le plus de yards au sol, que ça surprendrait personne, même s'il y a des énormes concurrents. J'ai un peu peur que la hype fantasy qu'il y a autour de lui fasse trop monter son prix dans les ligues. Là, quand même, les ligues, on draft, on est en fin août. Il reste QB13. Moi, je pensais qu'il passerait devant Tua, notamment, mais toujours pas. Et je pensais qu'il passerait devant Rodgers, peut-être même devant Dak, et au final, non. Check chez moi, 9, c'est pareil. 10, j'ai regardé chez toi. 13, mais oui, QB13. Incroyable. Et quasi dans le même ordre. Dak, Rodgers, c'est juste avant, Tua aussi, et Watson. En fait, l'ordre est vraiment assez... J'ai l'impression que le ranking QB de cette saison, il n'y a jamais un ranking qui a fait autant l'unanimité. Ouais, c'est... Limite, j'ai l'impression que c'est sur le fond, c'est
hors du top 16, voire hors du top 20, où là, il y a des différences et où il y a des league winners à aller chercher. Tellement que le reste, tout le monde sait exactement ce qu'il va avoir, en fait. C'est ça. Écoute, moi, en fantasy, je vais partir sur Alec Pierce, receveur de cette équipe, qui pour moi sera le receveur 2. Sachant qu'on l'a dit, Pittman est clairement pas fou. Je pense qu'il attire quand même les meilleurs cornerbacks. Je pense que Richardson va quand même envoyer des ballons. Ils vont profiter de son gros bras. Et t'as toujours un peu comme ça un receveur qu'on voit pas trop arriver, qui s'exprime même dans une équipe mauvaise, un peu à la Nico Collins la saison dernière en deuxième partie de saison. Ça m'étonnerait pas que cette saison ce soit avec Pierce. Donc voilà. Ok. Très bien. Je vous mets les off. Hein. il y a Alex qui me dit que c'est complètement cata sur notre conducteur. N'hésitez pas à juger ce choix. Je parle de ton son. Ah, c'est vrai. Ton son, il est parti en couille au moment où tu as commencé à dire Alec Pierce sera un bon joueur. Puis après, non, je ne l'entends pas dans mon casque. D'habitude, je Logique. Non, mais d'habitude, j'entends quand j'ai des interférences, même dans mon micro, mais là, je ne les entends pas. Tu peux te couper ton son et réessayer si tu veux. C'est pas grave. Dark. Bien, je te lance. Sur les Texans, fais-nous le bilan pendant que je fais un petit aller-retour son. Très bien. Écoute, je vais prendre mon temps tranquillement pour vous parler des Texans. L'histoire des Texans. Les Texans sont à Houston. Houston, Texas, aussi appelé par ma copine quand elle a vu le logo les Chicago Bulls. Donc voilà, ils ont fait une saison en 3-13-1. Ils ont réussi à faire une victoire au dernier match qui leur a permis de ne pas avoir le choix numéro 1 et donc de ne pas pouvoir choisir le QB de leur choix. On verra si c'était réellement le QB qu'ils voulaient ou pas. Et ils ont changé leur coaching staff. Ils avaient Lovie Smith en head coach, ils ne l'ont plus. Ils ont maintenant D'Amico Ryans, qui était le defensive coordinator des Niners. Ils avaient Pep Hamilton en offensive coordinator, ils ne l'ont plus. Ils ont maintenant Bobby Slowick. Voilà, c'est une semaine lente au travail. Slowick at the office, qui était l'ancien passing game coordinator des Niners. Et Lovie Smith, qui était defensive coordinator, il lui a dit, tu remballes tout, tu rentres chez toi. Et ils ont pris Matt Burke, qui était l'ancien defensive lineman coach des Cardinals. Voilà, et on a retrouvé Jérôme, qui va pouvoir nous parler de sa recrue majeure. Eh bien, ma recrue majeure est Jimmy Ward, le safety. Je trouve que cette défense contre la passe chez les Texans, elle était déjà bien solide. Ils sont allés chercher un joueur d'expérience pour encore renforcer cette escouade. L'année dernière, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y a énormément de matchs où les Texans ils perdent par moins de 7 points d'écart. Ils auraient très bien pu faire une saison avec un bilan très très correct. Je trouve que ça travaille hyper intelligemment. C'est pas le seul bon move défensif qu'ils ont fait à cette intersaison. Ils ont aussi fait des bons moves en attaque. J'ai mis Ward parce qu'on est un joueur, mais très clairement, je suis fan de cette intersaison. Ils ont appuyé sur un de leurs points forts, le fameux coup droit Nadal. Donc voilà, complètement fan de la décision. Ouais, totalement d'accord. Ils ont une bonne défense et quasi tout sera de mon côté défensif quasiment, à part leur perte. Mais du coup, pour moi, leur recrue majeure, c'est Will Anderson. Et surtout pour le move qu'ils ont fait pour aller le chercher, ils ont été trader leur pick de l'année prochaine, qui est un move quand même assez dangereux quand t'es une équipe moyenne. Et je suis gentil, je pensais avec moyenne comparé à la saison dernière. Et comment et ils ont été récupérer Will Anderson en plus de CJ Stroud et qui est pour moi une super recrue défensivement, qui était parti pour être le numéro 1 de la draft à certains moments et qui au final est tombé en 3 chez les Texans. Non mais ouais, c'est une partie de ces recrues dont je suis vraiment très très fan. Moi je pense vraiment qu'on est dur avec l'effectif des Texans.
Surtout qu'au niveau des pertes, ça a pas subi grand chose. On a la même perte, on a mis Brandon Cooks, qui était le receveur 1 de cette équipe. Visiblement, ils ont décidé de s'appuyer sur Collins. On va voir ce que ça donne. Je sais pas à quel point tu trouves que Cooks c'est une perte importante, mais si on a mis le même joueur et que ce n'est entre guillemets que Brandon Cooks, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'intersaison des Texans. Totalement. Brandon Cooks je trouve qu'il était un top receveur toujours. Maintenant c'est le bon receveur 2 au niveau des Cowboys. Et je trouve que pour un rookie QB, ça aurait été une super arme. Et du coup, je suis un peu déçu qu'il soit plus dans cette équipe-là. Après, il voulait gagner et il voulait toujours garder son contrat. Donc forcément, ça fait beaucoup. Ouais, c'est clair que au niveau financier, il n'y avait pas trop d'intérêt à le garder. Mais, ouais, comme j'ai dit juste avant, si c'est vraiment la seule perte de l'équipe, en tout cas la seule perte importante, entre guillemets, je suis pas inquiet pour eux, quoi. En plus, il y a quand même vachement de joueurs ultra bons dans cette équipe. Et je te propose de passer aux joueurs clés. Je te laisse commencer, comme tu l'as dit, tu es resté en défense. Ouais, totalement. Et du coup, moi je suis parti chez Derek Stingley, le cornerback, qui était choix numéro 3 la saison dernière, qui a fait une bonne saison, une saison où tu ne lances pas la balle vers lui. Pour un rookie, c'est quand même assez fort. Et il a eu une seule interception, donc quand tu regardes, tu te dis ouais, pas ouf, mais moi je trouve qu'il gardait très bien le receveur qu'il avait en face de lui. À chaque fois, il t'avait pas du tout envie de lancer vers Stingley. Et écoute, je pense qu'il va recevoir encore plus de compètes, il aura vraiment tous les top receveurs en face de lui. Donc ça lancera forcément vers lui à un moment ou à un autre. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. Eh bien écoute, 100% d'accord avec toi. J'ai mis Will Anderson, t'en as déjà parlé. Mais très clairement, ils ont investi cher sur lui. Vraiment très cher. J'attends de lui qu'il ait un impact direct. Visiblement, on a l'impression qu'il a l'air vachement solide de ce qu'on a vu de la précision, de la pré-saison, pardon. Et du coup, j'ai bien envie de voir l'impact qu'il aura. C'est moi, tout ce que j'ai vu de lui pour l'instant, ça m'a impressionné. Donc, un peu comme toi, tu vois, c'est des joueurs qui sont jeunes, mais je me pose pas trop de questions sur eux. Je pense, je pense qu'ils vont réussir à produire direct. Ok. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Will Anderson, super joueur et ouais, totalement d'accord. On part à Las Vegas. Exactement. Petit tour à Las Vegas où, après une saison à 3 victoires, ça propose 6,5 victoires. On est vraiment dans une division où ils n'ont pas trop su quoi faire, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es au-dessus ou en dessous? Moi, je suis en dessous, mais difficilement. Je pense que c'est pas difficilement oui et non. Je les vois faire 5, mais que ce sera déjà une belle progression par rapport à la saison dernière. 5, 6. Ouais. Et je les vois quand même en dessous, mais je les vois dernier de cette division. Je les vois assez loin dans l'AFC. Et je pense mais je pense pas qu'ils regretteront d'avoir perdu leur pick. Ok. Je mets under aussi, mais vraiment parce qu'ils ont mis le over-under assez haut, je trouve. Moi, je les vois à 6 victoires. Je veux une vraie progression. Ce serait le double de la saison dernière. Donc, ce serait déjà pas mal. Ils ont quand même un quarterback rookie dont on n'a pas du tout parlé. Mais voilà, ils sont allés chercher CJ Stroud à la draft. Très clairement, cette équipe, je la vois au moins arracher des matchs dans la division. Moi, tu vois, je les vois largement au-dessous des Colts. Donc, parce qu'en fait, s'ils prennent déjà 3 matchs rien que dans la division, je suis pas surpris. À partir de là, atteindre les 6, ça me paraît pas en fait. Ouais, je te comprends. Je suis d'accord. Et on ne dirait pas, mais en fantasy, ils ont quelques joueurs intéressants.
On est parti sur 2 joueurs, mais écoute, j'avais que l'embarras du choix quasiment chez les Texans. Je te laisse commencer. Ouais, après, je pense que quand t'as l'embarras du choix, c'est que c'est pas non plus nécessairement une bonne chose. Quoique, ils ont des joueurs qui peuvent être intéressants. Ouais. Surtout un, je trouve, mais qui est Damian Pierce, mais c'est pas celui sur lequel j'ai envie d'aller du tout. Moi, c'est plutôt sur Tank Dell, que j'ai été chercher au 14e tour, sur 16, d'une ligue à 12, donc assez tard. Je pense que j'ai reach un peu pour lui aussi. Donc, Tank Dell, receveur, qui a fait une bonne pré-saison. Alors ça se trouve, ce sera la même chose que je vous ai dit l'année dernière avec Jalen Tolbert qui a rien fait, avec ouais, c'est tout. Il y avait Doubs aussi qui avait une hype de pré-saison et qui avait pas fait grand chose au début et ensuite qui avait fait quelque chose. Donc peut-être que c'est un choix que tu fais et que tu balances à la poubelle parce que tu le cutteras au bout de 2 journées pour aller chercher un meilleur joueur. Vu que tu Mais me compares, c'est pas grave. ouais, voilà, tant qu'à faire, autant parier sur les fins de draft. Écoute, moi je pars sur Dalton Schultz. Ça a toujours été un de mes Titans préférés en fantasy. Euh, Très clairement, c'est le genre de joueur qui est toujours bien nourri par un QB rookie. Autour de lui, receveur 1, c'est Collins, receveur 2, peut-être Tandel. Je pense que même si Collins est un très bon joueur, Tandel on verra, mais il n'y a pas de receveur alpha qui va tout vampiriser. Et on peut se retrouver avec une saison de Dalton Schultz où il fait 700 yards, 5 TD et ça peut très très vite le faire rentrer top 10, top 12. Je pense surtout qu'il arrive à avoir cette régularité. Il le montrait déjà aux Cowboys. Là, à voir à quel point il sera surveillé. Mais si les Texans, comme on l'imagine, sont quand même plus souvent derrière au score et dans des matchs qui restent un peu serrés s'ils se font pas ouvrir comme la saison dernière, où ils étaient souvent dans les matchs, eh bien, je pense que voilà, Dalton Schultz, qui est vraiment ce genre de Titan de possession, qui fait les bonnes réceptions quand il faut, peut en profiter. Totalement. Eh bien, Alex, il ne nous reste plus qu'à donner notre vainqueur de division. Sur quelle équipe vas-tu partir? Les Jaguars. Je pense assez logiquement au vu de mes over-under. Mais Ouais, ça se laissait bien lire. très bien. Allez, Jaguars. Eh bien, moi j'ai mis 2 équipes à 9 victoires, Jaguars et Titans, et cette année nous ne perdrons pas la finale. Je mets donc les Titans. Je pense qu'on aura un meilleur goal average que les Jaguars dans notre division. Tout simplement parce que historiquement on réussit bien contre les Texans ces dernières saisons, alors que je vois la défense profonde des Texans pouvoir poser des problèmes à l'attaque des Jaguars. Donc voilà, je pense vraiment que c'est le goal average de division qui fera la diff. 2 équipes à 9 victoires, meilleur bilan pour nous dans la division. À nous, le match de playoff. C'est bien un rêve. Et bien écoute, j'ai été obligé d'être optimiste. C'est pas mon genre, donc, tu vois. Jamais j'oserais dire que les Dolphins seraient vainqueurs de division. Non. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'a pronostiqué Alex dans sa division, allez écouter l'épisode. L'épisode juste avant. Juste avant, c'est vrai. Et peut-être sur le côté, là, si vous êtes sur YouTube. Là, ou là, je sais. Et sur Spotify, il est quelque part aussi. Juste en dessous. Retour est juste en dessous. Bon, en tout cas, Alex, Jaguars pour toi, Titan pour moi, pas d'équipe non plus à 12-13 victoires. Hein. Les Jags, même si tu les mets vainqueurs, c'est plutôt autour de 10. Oui, 10, peut-être 11, 9, 10, 11. Ouais, j'ai vraiment l'impression que être dans une saison où personne n'aura quelque chose. Vraiment, si j'avais un prono un peu bold prediction à faire, ce serait celui-ci. Pas d'équipe qui surdomine, qui défonce tout le monde. Eh bien, écoutez, nous allons nous laisser ici pour la preview de cette division. Je te laisse annoncer la prochaine, Alex. NFC Sud, et on va essayer de reparler des Broncos, puisqu'on n'a pas parlé des Broncos aujourd'hui, ce qui me rend très triste. Donc on va essayer. Ouais. On a cassé la série. Là. Ouais, spoiler, on en parlera. Ouais, on pouvait pas forcer et mettre un mec qui était passé chez eux là. Il y avait pas de. Nope. Il y avait pas de bon moyen de les placer, donc
Donc on verra. Donc NFC Sud, des Buccaneers, des Falcons, des Panthers et des Saints. N'hésitez pas, avant qu'on fasse l'épisode et qu'on donne nos pronos, à nous dire ce que vous voyez dans cette division, qui est, pour moi, la plus compliquée à pronostiquer cette année. Ouais, clairement. Tout se vaut. Ouais, celle-ci est la l'AFC Nord, qui est pas simple non plus. Mais celle-ci là, c'est une division qui est très serrée et avec beaucoup d'incertitudes. Donc le côté incertitude peut donner des résultats assez drôles. Vraiment, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ouais. En tout cas, on se retrouvera très rapidement pour la preview de cette division. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.